Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maoudi. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Terrorisme, quelle piste de sortie pour la crise? C'est le thème central de notre grand dialogue de ce soir, réalisé en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC. La lutte contre le terrorisme sera gagnée parce que les peuples du Sahel n'ont d'autre choix que de se mobiliser et de soutenir les forces armées de défense et de sécurité qui constituent, à n'en pas douter, la colonne vertébrale de nos nations et de nos États. Cette déclaration a été faite par le chef du gouvernement, Choguel Kokala Maïga, en marge des journées pétrolières et minières du Mali qui ont pris fin ce jeudi 18 novembre. Et ça a été fait devant le ministre burkinabé des Mines. Est-ce que cette solution endogène proposée par le chef du gouvernement peut aider à lutter contre l'insécurité dans le Sahel? N'y a-t-il pas d'autres pistes à explorer? Comment parvenir à instaurer la quiétude dans nos États? Quels peuvent être les rôles des différents acteurs? Pour en parler, nous avons fait appel à 3 personnes. Kadiatou Keita, chercheuse. Brahima Mamadou Kone, politologue et enseignant-chercheur. Au téléphone avec nous, Ibrahim Tembeli, ancien élu et personne ressource au centre du pays. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Déjà une réaction sur cette déclaration du chef du gouvernement, la lutte contre le terrorisme sera gagnée parce que les peuples du Sahel n'ont d'autre choix que de se mobiliser et de soutenir les forces de défense et de sécurité. Je commence par vous, Brahima Mamadou Kone. Que pensez-vous de cette déclaration du chef du gouvernement? C'est une déclaration qui donne de l'espoir, mais je pourrais qualifier ça de structuration des identités parce qu'aujourd'hui, c'est des problèmes qui sont connus. Mais ce qui est important dans la déclaration du Premier ministre, il faut aller vers la coopération militaire entre les différents pays du Sahel, notamment au niveau des 3 frontières. Et quand on s'en tient à la porosité aujourd'hui de nos frontières, de tous les trafics qui s'effectuent au niveau de nos frontières et les insuffisances en matière de capacité de riposte pour contrôler les transactions financières et pour contrôler également les trafiquants d'armes, les vendeurs d'armes. Il y a toute une économie qui est créée autour de ça aujourd'hui. Mais ce qui est important, il faut aller aujourd'hui vers mutualisation des efforts militaires entre les différents pays. Aussi bien, il faut aller vers un partage des renseignements militaires entre l'ensemble des pays du G5 Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais il faudrait aussi que nos États acceptent d'abandonner une partie de leur souveraineté. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'État du Mali permette à l'armée du Burkina, membre du G5 Sahel, s'ils pourchassent des djihadistes sur leur territoire, s'ils rentrent dans les territoires du Mali, qu'ils puissent continuer à les pourchasser. Vice-versa pour le Mali qui doit pouvoir pourchasser aussi. Donc une coopération militaire. Mais dans le cadre de cette coopération militaire, comme je l'ai dit, il faudrait que nos États acceptent d'abandonner une partie de leur souveraineté pour permettre aux différentes armées de pouvoir faire des opérations et poursuivre les groupes radicaux. Vous parlez tantôt de porosité des frontières. Comment ne pas dépasser cette limite si nos frontières même sont poreuses? Non, la première dimension, il s'agit de contrôler les frontières entre les frontières entre le Mali et les pays limitrophes. Mais vous pouvez poursuivre des groupes radicaux terroristes qui peuvent pénétrer sur un territoire sans passer par la frontière qui est tracée. Donc il y a tous ces dispositifs militaires aujourd'hui qu'il faut faire. C'est pourquoi je dis qu'il faut que nos États acceptent d'abandonner une partie de leur souveraineté. Si on est dans ça, mais ce qui est fondamental, c'est surtout le partage des renseignements militaires. Il faut mutualiser les efforts entre les efforts militaires, mais il faut partager les renseignements. Parce que vous savez, pour gagner un tel combat contre les groupes terroristes, il faudrait que nos armées soient mieux outillées en termes de capacités opératoires et opérationnelles, en termes de renseignements et aussi en termes d'efforts militaires pour pouvoir circonscrire la menace djihadiste qui pèse sur nos États du Sahel. Mais il est important aussi que les populations collaborent, mais à quel prix? En termes de renseignements, pour donner les renseignements aux forces armées de défense et de sécurité. Mais le rôle des communautés, ça il faut le dire, n'est pas pour sécuriser le pays. On ne peut pas sous-traiter sa sécurité.
Et les communautés à la base ne peuvent pas se substituer au rôle de l'armée pour la sécurisation du territoire national. Ils peuvent donner des renseignements, et généralement, quand vous donnez des renseignements, ils peuvent venir vous tuer, et puis il n'y a pas de mécanisme de protection par rapport à ceux qui renseignent, qui donnent des renseignements à l'armée par rapport à l'évolution des groupes radicaux sur le terrain. Donc, il faudra trouver un mécanisme, mais aussi au Mali aujourd'hui, au niveau du centre, moi je dis c'est très simple. Il faut mettre des forces mobiles en place. C'est-à-dire que des forces mobiles qui soient mises en place au niveau du centre du pays pour permettre une riposte chaque fois que des villages sont attaqués par les groupes radicaux. Et il faudrait que notre armée sorte de sa position défensive pour aller vers une position offensive, pour chasser, traquer les djihadistes. Et ça, c'est le rôle de l'État, de l'armée régalienne. Leur rôle, c'est de sécuriser le territoire national. Mais il faudrait aussi corriger certaines insuffisances au niveau des états-majors. Il faut vraiment une vraie coordination entre l'ensemble des états-majors du Mali. Je vais parler de la gendarmerie malienne, je vais parler de l'armée de terre, l'armée de l'air, je vais parler de la police nationale. Il faut qu'il y ait une vraie coordination entre l'ensemble de ces états-majors et cette coordination doit aller au-delà de nos frontières. Il faudrait qu'il y ait aussi cette vraie coopération entre les services de renseignement de nos différents États. C'est comme ça qu'on pourrait pouvoir circonscrire la menace djihadiste qui pèse sur le Sahel. Kadiatou Keita, vous venez d'entendre M. Koné, est-ce à dire qu'il ne peut pas avoir de sécurité au Mali si les autres États du Sahel ne sont pas stables? Il est très difficile aujourd'hui d'avoir une sécurité dans un seul pays du Sahel si les autres pays ne sont pas stabilisés et si on ne collabore pas ensemble. Et c'est là pour plusieurs raisons. Pour des raisons de géopolitique, pour des raisons de porosité des frontières dont il l'a dit, pour des raisons du fait que des communautés aujourd'hui ne se reconnaissent pas forcément dans un seul État, mais les communautés ne connaissent pas les frontières. Ce sont des communautés qui bougent d'un État à un autre, d'une localité à une autre. Donc de ce point de vue, on ne peut pas dire qu'un seul État peut circonscrire la menace terroriste. Ce n'est pas possible. Et je pense qu'on le voit effectivement. Ce qui a commencé au Mali est en train de toucher progressivement le Burkina Faso et le Niger aussi à certains égards, du fait de la porosité des frontières, encore une fois, du fait de la collaboration entre les populations de ces localités, du fait de la géopolitique. Aujourd'hui, il est très très difficile qu'un seul État puisse dire qu'il va réussir la lutte contre le terrorisme. Ibrahim Tembeli, vous êtes un ancien élu et vous connaissez bien les zones du centre du pays parce que vous résidez sur place. Vous participez à cette émission par téléphone. Est-ce que les actions de lutte contre le terrorisme en cours sont visibles dans le centre du pays? Merci. Je commencerai par remercier tous les auditeurs qui sont en train de nous écouter à ce moment précis. J'ai pris pour le repos de l'âme de tous ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur et prompt rétablissement aux blessés. Je prie le bon Dieu qu'il nous ramène la paix, la cohésion sociale. Donc, à travers votre question, je crois que avant de partir sur les solutions, moi, je vais d'abord parler un peu des causes. Parce que chaque solution est liée à une... Allez-y brièvement. Voilà, allez-y, d'accord. Donc, moi, je crois que aujourd'hui, il faut privilégier deux voies, de mon point de vue, au niveau local. Parce que ceux qui ont intervenu et qui m'ont précédé, ils parlent à un niveau national et international. Moi, je parle à un niveau local. Et en parlant d'un niveau local, il faut valoriser les ressources locales. Quand je parle des ressources locales, on a tout un système administratif qui est là, qu'il faut valoriser. Et je crois que ce qui est nécessaire aujourd'hui, à travers le ministère de la Cohésion sociale, d'initier des forums liés à la paix, dédiés uniquement à la paix et à la cohésion sociale. Et cela passe par le niveau village d'abord. Donc, en impliquant le niveau village, le niveau communal, le niveau cercle, si chaque s'investissait avec l'implication de leur diaspora, je crois que ça peut aller. Moi, ça, c'est ma vision au niveau local. Ça, c'est le côté civil. Mais cela n'exclut pas l'intervention militaire. Aujourd'hui, tout le problème, c'est quoi? C'est le vide que l'État a créé au niveau de nos villages. Parce que quand aujourd'hui, un village est attaqué, où est le répondant pour les défendre? Donc, le terrain est mal étoffé, très, très mal étoffé. L'État est absent. Donc, si l'État est absent, la première solution, c'est les milices, l'autodéfense. Moi, je donne un exemple. Parce que je remarque,
À Bamako, tout récemment, on disait, même au niveau des échangeurs, il y a les nids de bandits, les gens, tout de suite, toutes les forces sont mobilisées pour commencer à traquer les bandits. Pourquoi ne pas faire ça au niveau rural? Il n'y a pas deux citoyens, deux types de citoyens dans le même pays. Pourquoi ne pas faire les mêmes pressions sur le territoire? Cette présence, la police de proximité, la gendarmerie de proximité, la garde de proximité qui existe au niveau des grands centres là, il faut que ça existe au niveau des villages. Tout ce problème, si vous voyez, c'est l'absence de l'État, le vide qui a été créé. Donc, nous aujourd'hui, notre salut, c'est les milices que les gens n'aiment pas entendre ou n'aiment pas écouter. Aujourd'hui, chaque fois qu'il y a attaque, c'est les milices qui interviennent pour nous sauver. Donc moi, je crois qu'il faut une synergie entre tous ceux qui ont la même mission. Les milices ont la même mission de protéger la population, les militaires ont la même mission de protéger la population. Donc il faut mutualiser ces efforts. Donc voilà, ma façon de voir. Mais est-ce à dire que les actions militaires de lutte contre le terrorisme ne sont pas tellement visibles? Ils ne sont pas tellement visibles. Moi, je vais dire l'autre jour dans mon intervention, je dis, chaque fois qu'il y a une attaque d'un camp, il y a forcément une réplique de l'armée. Mais tous les villages que vous avez attaqués la nuit, qui a intervenu? Ce n'est pas visible pour nous. Disons la vérité. C'est la perception que la population a aujourd'hui. Au moins, on est en défense, on a un cri d'alarme. Qui doit nous secourir? C'est l'État. S'il était absent, qu'est-ce qu'on doit faire? Faire réfléchir, on se défend. Voilà un peu le problème. Maintenant, même aujourd'hui, si l'État est présent, occupe rationnellement le terrain, les ministres n'ont pas leur sens d'exister. Ils vont partir. Voilà la vérité. Brima Mamadou Kone, vous venez d'entendre cet habitant du centre du pays, il est ancien élu, personne et ressources sur place. Il vient de dire que le salut de la majeure partie de ces populations ne vient que des milices d'autodéfense. Comment comprendre qu'il y a l'armée dans la zone, mais les populations disent que leur salut vient de ça? Est-ce que ça se comprend? Non, c'est quand vous regardez, vous analysez de façon globale aujourd'hui le contexte du Mali et des autres pays du Sahel, de la bande sahélo-sahélienne, si vous voulez, les résultats ne sont pas visibles. Les résultats sont maigres par rapport aux attentes des communautés locales, parce que nos armées n'arrivent pas à protéger les communautés locales contre les représailles également des groupes radicaux. C'est pourquoi quand vous échangez dans les zones de conflit avec les communautés, vous vous rendrez compte que les communautés sont favorables au discours qui est prôné par les groupes radicaux que par le discours qui est prôné par le gouvernement, qui trouve ne pas être à mesure de les protéger. Donc ils sont obligés de faire des compromis et des compromissions, n'est-ce pas, avec les groupes radicaux, Mais en réalité, souvent, ils n'ont pas le choix, parce que c'est des gens qui viennent pour dicter leurs lois. Et si vous n'acceptez pas, on vous tue. C'est pourquoi, quand certains pensent que les communautés sont complices, je dis, faisons attention. Les communautés ne sont pas complices, mais souvent, elles n'ont pas le choix. Parce qu'il faut renforcer les capacités d'intervention de nos forces armées de défense, les capacités terrestres et aussi les capacités aériennes. S'il y a une attaque, il faut que l'aviation militaire soit à la hauteur d'intervenir à temps pour pouvoir sauver les populations. Il faut que l'aviation militaire intervienne très rapidement. Il faut aussi des forces d'appui terrestre pour aider l'aviation militaire à pouvoir mettre fin à l'intervention des forces du mal. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'on a souvent l'impression que les communautés sont abandonnées à leur propre sort. Quand vous regardez un peu les attaques qui ont lieu, vous allez voir, il y a des attaques qui peuvent commencer à 10h pour que l'armée intervienne. Ce n'est pas pour les critiquer, ils vont intervenir jusqu'à 16h. Effectivement, c'est ce que Temeli disait tout à l'heure. On a l'impression qu'il y a une sorte de repli des forces armées de défense ou une sorte d'abandon, souvent, même quand des camps militaires sont attaqués, il y a souvent ce problème. Mais ce que je voudrais dire, il ne faut pas qu'on se leurre, madame la journaliste. Ces problèmes, c'est l'option militaire, la meilleure option. Moi, je ne suis pas pour la négociation. Les gens parlent de négociation. Mais on va négocier sur quelle base? On va négocier avec qui? Est-ce qu'on a pu identifier l'ensemble des groupes terroristes qui opèrent sur le territoire malien et dans la bande sahélo-saharienne?
ce ne sont pas pour la plupart des Maliens. On va négocier sur quelle base? Ils vont nous imposer leur façon de faire l'islam dans un pays laïque, ça touche à la laïcité du pays. Et je dis bien, le rôle de l'armée, c'est la sécurisation des institutions d'abord. Et le deuxième rôle, c'est la sécurisation des communautés à la base. Nous n'avons pas le choix. Travaillons à la reconstruction de notre armée pour renforcer leurs capacités opératoires et opérationnelles, pour faire leur travail régalien de sécurisation du territoire, des personnes et de leurs biens. Ça, c'est le rôle de l'État. On va négocier sur quelle base? Mais c'est tous des forces du mal. Il faut les combattre. C'est la seule solution. Kadiatou Keïta, vous venez de l'entendre, il dit que l'option militaire est la meilleure. L'habitant du centre du pays qui dit qu'il faut plutôt miser sur les initiatives locales en parlant des milices. Selon vous, quelle alternative prôner? Il n'y a pas une seule alternative pour la sortie de situation sécuritaire du Mali. Il faut des solutions holistiques. Il faut un petit peu de tout cela. Bien sûr qu'il faut travailler avec les communautés locales à la base. Les communautés locales ont des capacités de résilience. Les conflits dont on parle aujourd'hui, que ce soit des conflits entre agriculteurs et éleveurs ou autres, ce sont des conflits qui ont toujours existé. Mais pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là aujourd'hui? Je pense qu'entre-temps, parce que les communautés ont le sentiment qu'il n'y avait pas une présence forte de l'État et que ces conflits n'ont pas été gérés suffisamment bien par l'État. Il y a eu un sentiment de marginalisation et ce sentiment de marginalisation fait aujourd'hui le nid des groupes terroristes. Donc il faut regarder un petit peu la société dans son ensemble et aujourd'hui on ne peut pas dire qu'une seule solution va résoudre la crise au Mali. Ce n'est pas possible. Bien sûr qu'il faut une solution militaire et M. Koné l'a très bien dit, il faut le renforcement des capacités humaines, matériel de notre armée. Ça, c'est la première chose. Il faut des solutions aussi sociales. La prise en compte du sentiment d'inclusivité de tous les acteurs, c'est quelque chose qui est très, très important. Et encore une fois, la marginalisation fait le nid du terrorisme aujourd'hui au Mali. Il faut aussi pouvoir lutter contre l'impunité. C'est aussi un sentiment qui pousse aujourd'hui plusieurs personnes à rejoindre les groupes djihadistes. Aujourd'hui, quand on parle de terrorisme, de groupes djihadistes, les gens ont tendance à mettre l'islam au devant, mais l'islam n'est pas la première cause ce n'est pas la première raison pour laquelle les personnes rejoignent les groupes djihadistes. Parfois, c'est aussi un sentiment de protection parce que vous êtes sur un terrain où il y a plusieurs acteurs. Et l'acteur le plus fort, ce sont les groupes djihadistes. Parfois, c'est soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Les gens sont obligés parfois de rejoindre ces groupes pour pouvoir avoir le sentiment de se protéger. Et c'est un petit peu malheureux à dire, mais parfois, c'est un sentiment de devoir se protéger contre l'État lui-même, justement, ou les représentants de l'État. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui sont assez satisfaits dans les villages de savoir que, par exemple, il n'y a pas des eaux et forêts qui sont là, parce que ce sont des gens qui sont parfois accusés, soit de prendre de l'argent, des gens qui n'ont pas forcément grand-chose à la base. Donc, encore une fois, la solution au Mali militaire, elle est importante. La solution militaire est importante, mais ça ne peut pas être que la solution militaire. C'est un ensemble qu'il faut regarder, notamment la justice et notamment le social. Je rappelle à nos auditeurs, téléspectateurs et ceux qui nous suivent via notre page Facebook que ce numéro du Grand Dialogue est réalisé en partenariat avec le programme d'engagement civique PEC. Ibrahima Tembeli, l'absence de l'État dont vient de parler vos deux co-débatteurs provoque quoi comme souci dans les zones du centre du pays en proie à l'insécurité? Bon, l'absence amplifie la force des djihadistes. Et moi, j'ai dit, comme j'étais sur le terrain et je continue à être sur le terrain, au tout début, quand vous voyez les djihadistes ont commencé à avoir une certaine ascendance, c'est par rapport à la mauvaise gouvernance. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils savent que les populations ont un certain nombre de problèmes que l'État ne résout pas à travers la mauvaise gouvernance. Je ne vais pas nommer, tous les secteurs aujourd'hui sont entamés par rapport à la mauvaise gouvernance. Et quand ils viennent, souvent même ils laissent leur numéro de téléphone pour dire que en cas d'exertion d'un service technique, faites-nous appel, on va vous aider. Ça veut dire quoi? Il y avait un service technique qui est là, qui travaille avec la population. La population trouve que ce service-là était là pour faire des exactions. Donc les gens disent, bon, là, nous sommes là pour faire ça. Ou bien il y a encore des jugements qui sont passés entre deux villages et autres sur là. Ils disent, bon voilà, nous allons résoudre ce problème. Voilà, si je prends l'angle de mauvaise gouvernance. C'est une des causes qui a donné la force.
Maintenant, avec ça, tous les services techniques sont repliés pour venir au niveau des centres urbains. Ça crée quoi? Un vide. Maintenant, ceux qui ont droit à l'arme ne sont pas présents sur le terrain. Et ceux qui viennent avec des armes, comme certains l'autre a dit, ils sont obligés d'accepter. Souvent, ils sont enrôlés malgré eux. Maintenant, pourquoi il y a eu cet enrôlement? Parce qu'il y a une absence de l'État. Toute la cause même, c'est l'absence de l'État au niveau des trucs. L'armée a été mal structurée sur le terrain. Je m'excuse du terme, mais... Mais est-ce que, M. Temile, excusez-moi, est-ce que c'est seulement l'absence de l'État qui fait que certains jeunes se font enrôler dans ces groupes-là? N'y a-t-il pas d'autres facteurs qui pourraient expliquer cela? Il y a d'autres facteurs. D'autres facteurs. Lesquels? Je vais vous donner un exemple. Je n'ai jamais eu plus de 5 000 francs. On vient me proposer 1 million avec une moto Sanili autour là. Tout de suite, je prends ça. Je vous dis même les conséquences qui vont en venir. C'est quand je suis enrôlé que je me rends compte que vraiment je suis fatigué. Et une fois que vous êtes là-dedans, pas possible de sortir. Ça veut dire qu'il y a eu le chômage accru, les gens étaient désœuvrés, ils n'ont pas d'emploi, donc ils sont exposés. On a le minimum qui manque. Donc quand quelqu'un vient vous proposer quelque chose d'alléchant, tout de suite vous allez être enrôlé. C'est une autre cause qui est là également. Mais la plupart des cas, pour les pays que je connais, c'est malgré eux. Au départ, ils donnaient l'information. J'ai dit dans mes précédentes interventions, au début, on dit bon, on a fait des réunions au niveau des cercles. Signalez-nous la présence des groupes armés. On signale, il n'y a pas de réaction. Maintenant, ceux qui ont signalé, ils ont eu les pots cassés. On dit bon, voilà, il y a un attroupement dans tel coin. Pendant 3 jours, l'information est donnée. Ils se préparent, ils viennent de tous les côtés. Ils viennent de la zone inondée. Aujourd'hui, le djihadisme, ce n'est pas question de détenus. Hein. Toutes les ethnies sont là-bas. C'est ça le problème aujourd'hui. Et cela est venu à travers l'unification de l'État, à travers le chômage, à travers la précarité, où les gens n'ont rien, le minimum manque, donc il faut adhérer. Et voilà, et je crois que cette collaboration ne va pas arranger l'armée. Si toutes les populations adhèrent à leur idée, soit disant on a des accords, c'est des accords, comment? L'autre est armé, nous ne sommes pas armés, on fait dicter notre loi, et ça c'est des accords. C'est ça sur le problème. Ou on vient vous dire, payer les diacats, des trucs comme ça. Ceux qui ont aujourd'hui dit, on est dans le cadre de la Constitution, dans le regret, ils servent à prendre l'arme. Parce que c'est le dictat des autres. Payer la diacat, raser vos barbes, couper les pantalons. Ça c'est quoi? C'est lié à quoi? Ils oublient qu'on est dans un pays laïque. Au finish, qu'est-ce qu'on va dire? Et même si je connais des gens qui sont des chrétiens, mais on les a retenus pour les faire payer pendant 2-3 jours. Des chrétiens. Donc vous voyez, la laïcité même est menacée. Moi je crois que l'État doit prendre ses responsabilités en prenant un bon maillage. Je dis aujourd'hui, on a assez de généraux. On prend par cercle. Voilà, faites votre TDR. On prend toute la responsabilité avec un bon maillage. Tout ce qu'on vous donne avec les moyens conséquents. Vous allez voir, la guerre va finir tout de suite. C'est ça le manque de responsabilité, que les gens prennent leurs responsabilités. Est-ce que ne pensez-vous pas que, vu que le centre du pays est frontalier avec d'autres localités, s'il y a une stabilité dans votre localité et que, par exemple, au Burkina voisin, c'est pas sûr, ça ne va pas poser encore d'autres problèmes? Voilà, c'est pour cela que quand il a dit de soutenir une part de leur souveraineté, moi je ne parle pas de souveraineté, hein, de complémentarité entre les armées. S'il y a une complémentarité entre les armées, je crois que le problème sera résolu. Parce que ça manque souvent. Pour que ça soit efficace, les armées, ils ont les moyens logistiques, ils ont toutes les informations nécessaires pour qu'ils communiquent entre eux et qu'il y ait des droits de poursuite dans un autre État. Cela ne doit pas exclure entre les différents états-majors. Si le droit de poursuite dans un autre État est permis, je crois que les djihadistes seront persécutés, que l'impunité ne va pas rester. C'est ça aussi qui n'existe pas. Brema Koné, il vient de brosser un peu la situation au centre du pays, les facteurs qui font que les jeunes se font enrôler. Selon vous, quelles peuvent être les limites des différentes mesures prises pour sécuriser cette zone du pays? Non, comme ma collègue avait abordé au tout début de son intervention, quand vous regardez un peu le centre du pays, le problème est économique. Parce que quand vous regardez un peu l'histoire de ce truc, c'est lié l'enrôlement de beaucoup de jeunes aujourd'hui dans les groupes radicaux est lié également à la précarité de leurs conditions de vie. Mais ce que j'aimerais surtout dire, c'est qu'aujourd'hui, on est pris par un piège. C'est vrai qu'il faut des actions holistiques, il faut une synergie d'actions pour apporter des réponses assez diversifiées. Mais la première option doit être d'abord la sécurisation
des communautés à la base. Parce que vous savez, le premier facteur de développement, c'est la sécurité qui donne la stabilité. Tant qu'on n'a pas la sécurité, tant qu'on n'a pas la stabilité, on ne peut pas parler de développement. Et le développement aujourd'hui dans les régions du centre et du nord du pays est pris en otage parce qu'on ne peut pas faire des investissements. Même aujourd'hui, l'État ne peut pas se permettre d'aller faire certains investissements publics au niveau du centre du pays. Or, si on ne fait pas d'investissement public, on ne peut pas créer de la richesse. Et si on ne crée pas de la richesse publique, on ne peut pas la redistribuer. Voilà la question qui est fondamentale aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'État a même peur. Parce que quand vous prenez le nord du pays, au centre du pays, il y a une diminution de la pression fiscale. Parce que l'État n'arrive plus à faire le recouvrement de la fiscalité. Ça, c'est un manque à gagner à l'État. Mais je crois qu'il faut... il faut des réponses globales, comme disait ma collègue et l'autre là. Il faut impliquer les légitimités traditionnelles et religieuses par rapport à cette question de crise, mais il faut aussi apporter des réponses intermédiaires développementistes. Tant que les communautés vont continuer à être pauvres, les jeunes vont s'enrouler dans les groupes djihadistes. Il faut mettre un accent particulier sur la sensibilisation. On a organisé assez de forats, assez de je ne sais pas quoi, mais ça a apporté quelle solution? Il faut qu'on sorte vraiment de cette option classique de gestion de la crise pour apporter vraiment des réponses durables. C'est ce dont les communautés aujourd'hui du Mali ont besoin, des réponses durables, et il faut vraiment travailler à la reconstruction de notre armée. Moi, je dis, quand vous regardez un peu, je ne vais pas, l'armée c'est... La grande mienne, je ne vais pas rentrer dans la développement. Mais je pense que la première chose, c'est de répertorier l'ensemble des militaires maliens. Vous pensez que le nom n'est pas connu? Non, il faut faire un audit. Il faut faire un audit aujourd'hui pour voir si les effectifs qui sont donnés réellement, ces effectifs sont déployés au niveau des terres de guerre. Ça, il faut faire un audit pour voir la faisabilité, si réellement les effectifs qui sont sur le terrain, ils sont tous présents. Et la deuxième chose, il faut bancariser le salaire des militaires. Il faut veiller à ce que les militaires aient leurs primes à temps. Faisons en sorte que tout problème, tout facteur qui peut être source de découragement... Quand vous parlez de bancariser le salaire des militaires, vous parlez de quoi? Ça fait référence à quoi? Mais les militaires sont payés pour la majorité par billetterie. Oui, mais s'ils sont dans des zones où, avec l'insécurité, il n'y a pas les services monétiques sur place, est-ce que ça ne peut pas donner ça? On peut trouver un moyen, ils ont des primes. Les primes, on peut faire ça par billetterie. Mais les salaires, il faut bancariser pour éviter toute la corruption qui se tourne, toute la corruption qui s'y trouve au niveau des forces armées et de défense. Mais l'autre option, il faut veiller aussi à l'alimentation des militaires qui sont sur le théâtre de guerre. Comme le disait Houphouët-Boigny, un homme qui a faim ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Leur dotation, c'est-à-dire qu'il faut prendre un dispositif, des mécanismes efficients et efficaces autour des militaires qui sont sur le théâtre de guerre pour qu'ils soient dans les conditions d'alimentation, qu'ils soient dans les conditions de pouvoir mener les opérations sur le théâtre de guerre. Si on arrive à faire ça, je pense que ça peut être un début de solution. Mais je reviens encore là-dessus. Travaillons à avoir une armée qui soit à la hauteur. Parce que quand je vois des gens qui sont allergiques à la France dire « ouais, nous sommes souverains », moi, je me pose la question. Je dis « mais comment est-ce que vous définissez la souveraineté ?» Aujourd'hui, on ne parle plus de souveraineté nationale, mais de souveraineté internationale. Vous dites que vous êtes souverain et vous n'avez pas une souveraineté monétaire. Vous êtes dépendant des financements extérieurs, des importations. Je dis « mais où est la souveraineté finalement ?» La première souveraineté d'un État, c'est la sécurisation de son territoire national. Est-ce qu'aujourd'hui, nous en sommes là? C'est la question de fond qu'on doit se poser aujourd'hui. Mais je crois que les populations en font leur mieux. Mais comme le disait ma collègue, en fait, souvent, ils n'ont pas le choix. Quand les groupes djihadistes, les groupes radicaux viennent, soit vous êtes, si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes leur ennemi, et c'est l'ennemi à abattre. En absence d'un État fort pour les protéger, ils sont obligés de collaborer avec les groupes djihadistes. Et c'est des choses qui se retournent encore contre l'État central. Parce qu'ils deviennent illico presto, complices de ces groupes radicaux-là, contre le même État. Il faut qu'on change notre forme de gouvernance par rapport à la gestion de la crise sécuritaire. Et pour moi, aujourd'hui, si j'étais conseiller du président de la République, c'est très simple. Tous les généraux et colonels
j'allais les déployer sur le front, sans exception. Soit vous partez sur le front ou vous êtes radié de l'armée. Et ceux qui vont refuser d'aller sur le front, il faut les radier. Quand vous êtes payé pour sécuriser les Maliens, vous devez aller sur le terrain pour le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, vous démissionnez. Tous les officiers, il faut les mettre au niveau du centre du pays, au niveau du nord du pays, leur donner les moyens adéquats pour aller combattre les groupes radicaux. On ne peut pas tourner en rond pendant combien d'années. Mais nous, on a plus d'officiers que l'armée israélienne. Nous avons plus d'officiers, de généraux que les armées les plus puissantes au monde. Mais pourquoi les choses ne bougent pas? Qu'on s'interroge, que chacun fasse son travail. Que l'enseignant fasse son travail à l'école, que les militaires fassent son travail, que les médecins et les journalistes fassent son travail. Si tout le monde fait son travail, je ne dis pas que personne ne fait pas bien son travail, mais c'est un exemple que je donne. Ça, il faut revoir le niveau opérationnel. Il faut revoir le dispositif opérationnel même de déploiement des forces armées de sécurité et de défense sur les théâtres d'opération militaire. Il faut revoir tous les dispositifs. Et il faut mettre en place aujourd'hui un accompagnement psychosocial des militaires. Et ce qu'on doit faire, un militaire, si les militaires vont sur le terrain, chaque 6 mois, il faut les renouveler. Et quand ils viennent, il ne faut pas les laisser aller en famille. Il faut les garder au moins 1 semaine pour faire tout un accompagnement psychosocial. L'armée n'est pas seulement une question d'armes, une question de chars. Il faut qu'on ait aujourd'hui des sociologues, des psychologues, des psychosociologues au niveau de nos forces armées et de sécurité pour pouvoir remonter le moral des militaires sur le dos. Merci beaucoup, Brahima Mamadou Kone. Kadiatou Keita, vous venez de l'entendre, il vient de brosser les limites des différentes décisions, des différentes mesures prises. Selon vous, comment on peut renforcer les différentes mesures prises dans le cadre de la sécurité aujourd'hui, quand vous entendez ce qu'il vient de dire? Okay. Avant juste de répondre à cette question, j'aimerais rebondir sur quelque chose qu'il avait dit, renforcer. Ça, c'est bien sûr le besoin psychosocial. C'est un besoin qui est de plus en plus criant dans la société et c'est un besoin qui malheureusement n'est pas regardé de plus près. Parce qu'aujourd'hui, les militaires, ils vivent dans des situations assez compliquées, dans des zones d'insécurité. Et aujourd'hui, ceux qui vivent, que ce soit de syndrome post-traumatique, ce sont des gens qui ne sont pas suffisamment pris en charge. Et si cela n'est pas suffisamment pris en charge, il est sûr et certain que cela va avoir un impact sur la société dans son ensemble. Parce que la plupart du temps, ce sont aussi des soutiens de famille et ces effets-là qu'on ne considère pas véritablement comme pouvant avoir un véritable impact touchent toute la cellule familiale dans son ensemble. Donc ça, c'est vraiment un plaidoyer pour regarder le soutien psychosocial un petit peu de plus près. C'est quelque chose qui est primordial et qui n'est pas suffisamment fait. Pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et comme il a dit, en fait, il a très bien développé toute la méthodologie militaire à avoir. Justement, il faut revoir la stratégie militaire, mais je veux encore plus insister sur le fait qu'il faut revoir la stratégie politique. Il faut revoir la stratégie d'administration des communautés à la base. On ne peut pas, avec toute la sécurité dans ces localités, on ne peut pas avoir une stabilité au Mali si les populations ne se reconnaissent pas dans l'État, si les populations ne savent pas que l'État est là pour survenir à leurs besoins sociaux de base, que l'État est là pour les accompagner, que l'État est là pour leur rendre la justice. Et aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui fait défaut. Donc oui, il faut renforcer la solution militaire, oui, il faut renforcer la présence de l'État, mais il faut aussi qu'on ait un État-providence qui puisse appuyer les communautés dans leur quête de stabilité. Je pense que c'est aussi dans ça qu'on pourra créer une confiance entre les communautés envers l'État et cette confiance va avoir un impact sur la manière dont les communautés à la base collaborent avec les groupes supposés terroristes ou djihadistes. Ibrahima Tembeli, le fait d'entamer des discussions avec des djihadistes avait été émis à un moment donné. Bien vrai que le gouvernement a également annoncé après qu'il n'a mandaté personne pour le faire. Selon vous, est-ce que cela peut être une bonne solution vu que vous êtes là-bas, vous vivez un peu ce qui se passe? D'accord, merci, mais je vais un peu revenir sur certaines interventions par rapport à mes deux présidents. Faites vite parce qu'il nous reste simplement une dizaine de minutes. D'accord. De toutes les manières, effectivement,
il y avait des discussions qui avaient été programmées. Le gouvernement dit qu'il n'a mandaté personne, c'est vrai. Mais moi, je crois, j'ai dit dans mes interventions, une solution ne peut venir que par la population elle-même. On ne peut pas exclure la population dans les recherches de solutions. La population doit être au centre de la solution. Donc, quel qu'en soit Alpha, M. Koné avait privilégié l'option militaire, je suis d'accord avec lui, mais il ne faut pas exclure aussi les concertations. Pourquoi je le dis? Moi, j'ai eu la chance de tenir un forum en 2007 où j'ai eu l'adhésion de toute la population, y compris la diaspora. Il y a des gens qui ne sont pas vus pendant 30 ans et je crois que leur impact a posé problème, a posé des impacts positifs. Donc, les deux doivent aller ensemble. Parce que ce qui se passe au début, beaucoup sont enrôlés, sont emportés avec l'amalgame qui avait été créé. Donc aujourd'hui, ils ont compris que non, ce n'est pas ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont vu, mais la réalité est qu'on les a divisés. Donc il y a le regret. Donc moi je pense bien qu'il faut frapper tout le monde avec le même bâton. Ceux qui ont la volonté de revenir, de comprendre que réellement on était dans l'erreur, parce qu'aujourd'hui toutes les ethnies sont dans le djihadisme. Il faut qu'on comprenne ça d'abord. Est-ce que un militaire va prendre que je me suis habillé pour tuer? Je suis militaire, en cas de menace extérieure, je suis prêt à intervenir. Mais s'il s'agit de faire face à ta population, c'est très délicat. Donc moi je dis qu'il faut exclure le dialogue à travers une implication de façon participative, inclusive de tous les acteurs au niveau de la base, avec l'implication de diaspora. On avait commencé ça, mais il ne faut pas se décourager. Parce qu'on fait une rencontre, quand ça ne réussit pas une fois qu'on a échoué, on n'a pas échoué. Il faut encore initier, avoir la bonne forme, mais parallèlement, l'action militaire doit continuer. Et maintenant, qu'est-ce que je sais pas, j'ai dit, vous êtes revenu sur ce que j'ai dit. Je dis, il n'y a pas un bon maillage des militaires sur le terrain. Les militaires sont braves, hein. Je prends le cas des axes routiers où on met une dizaine de personnes avec un véhicule. Les djihadistes qui viennent, même ils passent, ils observent. Ils viennent avec 10 véhicules, plus armés que les militaires. Est-ce qu'ils ont le choix? Donc il y a un problème d'effectif. Bon, et comme il a dit, je l'ai dit, il a répété d'une autre manière. Aujourd'hui, on a des généraux jusqu'à l'homme de rang. On respecte chacun à travers une zone spécifique. Voilà un général, des 2, 3, 5 généraux avec des colonels jusqu'aux hommes de rang. Prenez le secteur de Barassara, qui est vraiment criminogène ou autre là, occupez ça. On tient compte aux résultats. On vous attend aux résultats. Ils vont travailler. Laissez-les remettre. Maintenant, pendant qu'ils sont en train de travailler, vous avez fait des exactions, vous avez arrosé des trucs là, il y a les droits de l'homme, mais quelle pression. Les militaires ont trop de problèmes. Donc ce problème-là, qu'on les laisse la main libre, qu'ils prennent toutes les responsabilités. On a suffisamment de généraux, comme vous l'avez dit. Maintenant, l'histoire va les juger. Vous êtes des généraux, donnez les résultats sur le terrain. Et qu'il faut qu'ils s'organisent, qu'ils donnent des stratégies, qu'ils occupent le terrain. C'est tout ce qu'on demande. Et s'il y a ça, il n'y aura pas de milice. Je prends un exemple. Je suis un vétérinaire. On parvient à éradiquer une maladie qu'on ne voit pas les microbes. Il y a un système, il y a une zone indemne, une zone française, un truc, on isole. On prend comme zone militaire, on interdit et puis on prend les responsabilités. C'est tout. Il y a manque de responsabilité. On dirait qu'on encourage ou bien que les gens ont gagné dans le prolongement de la guerre. Sinon, la stratégie, si elle est définie, et c'est bien clair, on n'a pas besoin de milices et ça va aller. Les milices l'ont dit plusieurs fois. Nous sommes prêts à rentrer dès que l'armée occupe le terrain. C'est l'occupation du terrain qui amène tout ce problème. Merci beaucoup Ibrahim Tembeli. Il nous reste à peu près 5 minutes avant de clore cette émission. Monsieur Koné, vous parlez tantôt à l'introduction d'une complémentarité entre les différentes forces de la zone du Sahel pour lutter efficacement contre le terrorisme, le partage d'informations. Est-ce que tout ceci pourrait être possible du moment où on voit que les autorités de la transition sont impéglées par une décision de la CEDEAO? Est-ce que tout ceci est possible malgré les sanctions de la CEDEAO aujourd'hui? Non, cela est possible. C'est-à-dire que tous les chefs d'État de la CEDEAO, que ce soit de l'espace UE, sont conscients qu'aujourd'hui, que le Mali est une digue. Il ne faut pas qu'on se leurre. Si nous tombons, c'est tout le monde qui tombera avec nous, toute l'Afrique et même l'Europe. Personne ne pourrait se mettre à l'abri de ces fléaux du terrorisme. Maintenant, il faut que nous ayons aussi... moi, j'ai toujours dit, quand la crise a commencé, notre diplomatie n'a pas été à la hauteur. Notre communication n'a pas été à la hauteur. Parce que nous avons laissé le côté, l'adversaire, occuper les médias français et nous sommes assis en demi-train en train de nous battre pour être ministre ou pour être directeur ici. Donc, or, aujourd'hui, nous sommes dans une guerre de communication. Et vous voyez que les groupes terroristes, ils font souvent de la propagande. C'est fait exprès. Parce que ça fait partie des stratégies de guerre. Moi, je dis, il faut que nos États comprennent que les forces internationales, moi je ne suis pas contre
Je m'agenouille devant la dépouille des militaires qui sont tombés au Mali, qu'Allah les accueille dans son paradis éternel. Mais dans l'histoire du monde, les forces internationales n'ont jamais réussi à ramener la paix dans un État. Moi, je n'en connais pas. Si vous connaissez des exemples, peut-être. Donc, il faut que nos pays sachent ça et que nos États se préparent à mieux outiller nos armées. Regardez les pays du Sahel. Quel est le pays du Sahel qui a un avion de chasse bombardier ou qui a des avions de reconnaissance? Les 2000 milliards de la loi de programmation, c'est vrai, on avait mobilisé à peu près 1000 milliards, le reste c'était à mobiliser, on n'avait pas les 2000 milliards dans la cagnotte, mais on aurait pu allouer une partie pour les actions de développement, allouer une partie pour payer au moins 3 avions de chasse et des avions de reconnaissance. Mais nous, on n'a pas ça. Mais il faut revoir la stratégie du travail de l'aviation militaire. Parce que vous savez, ce qui est difficile ce qui est souvent compliqué. Vous savez, chaque fois qu'il y a une attaque, souvent, il n'y a pas de renfort. Et finalement, les militaires, ils sont obligés, les effectifs ne sont pas nombreux, ils sont obligés de déserter les camps militaires. Et dès qu'ils désertent les camps militaires, l'ennemi récupère, n'est-ce pas, les équipements et les matériels militaires. Donc on est dans un renversement des paradigmes. On a l'impression souvent que c'est ces armes et équipements qui permettent à l'ennemi de... Il nous reste un peu de temps, juste le temps de faire réagir vos co-débatteurs. Kadiatou Kone, est-ce que le contexte socio-politique n'aggrave-t-il pas la situation actuellement? Bien sûr que le contexte sociopolitique aggrave la situation de plusieurs sens, bien évidemment, et on parle de quel appui les partenaires vont apporter au Mali. Bien sûr qu'aucun pays ne peut résoudre son conflit en se basant uniquement sur l'appui extérieur. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Et l'exemple afghan le montre très très bien. Ceci étant dit, on a quand même besoin d'un appui extérieur. Et avec la situation politique actuelle, je pense que les partenaires internationaux sont un petit peu en train de revoir leur stratégie de partenariat au Mali, et on le voit très bien avec Barkhane qui est en train de se retirer des régions du Nord pour pouvoir travailler, se concentrer sur la zone des 3 frontières. Et s'il n'y a pas une stratégie de l'État malien pour récupérer ces zones qui étaient et aller dans les camps qui étaient sous le contrôle de Barkhane, on va se retrouver avec des groupes djihadistes qui vont progressivement étendre leur territoire et prendre possession de ces terrains-là, ce qui serait bien dommage. Ibrahim Tembeli, la dernière intervention sera pour vous. Vous parlez tantôt des initiatives locales. Selon vous, qui peut être cet acteur-là ou quels sont ces acteurs-là qui peuvent ramener aujourd'hui la stabilité? C'est la population locale elle-même d'abord. Il faut que se parle. Le monde est devenu un village planétaire. On ne peut pas avoir une solution clé tout de suite prête. Maintenant, si la population locale est impliquée, mais comme je l'ai dit, l'armée doit se réunir, créer des QG au niveau de chaque cercle, avec des généraux jusqu'aux hommes de rang, dire leurs besoins, exprimer ce dont on a besoin pour arriver à atteindre notre objectif. Je crois que si cela est fait, le terrain est occupé de façon rationnelle, avec une présence effective de l'armée dans le temps, je crois que la solution serait terminée. Il y a un problème d'effectif. Merci beaucoup Ibrahim Tembeli. C'est ce qui met fin à cette émission du Grand Dialogue de ce soir. Auditeurs, téléspectateurs et ceux qui nous suivent via Internet, notre page Facebook, merci pour votre fidélité. Ils étaient avec nous, Kadiatou Keita, chercheuse, Brima Mamadou Kone, enseignant, politologue, chercheur. Au téléphone, il y avait Ibrahim Tembeli, personne ressource et ancien élu au centre du pays. À la régie son et vidéo, il y avait Nouhoum Djiré et Salim Diouara. Je suis Mariam Maïga. Merci et à la prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.